Bonjour à tous, bienvenue à Là tu parles, le premier podcast propulsé par un groupe de concessionnaires automobiles. Donc on tient à remercier le groupe Motion pour avoir rendu ce projet une réalité. Je tiens à remercier Jesse, le mastermind derrière le projet. Yeah, Puis yeah, yeah. aujourd'hui, on a la chance d'accueillir un invité avec plus de 25 ans dans l'automobile. Ouais, je vois ton visage. Puis Ça rajeunit pas, ça hein? rajeunit pas. Puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement précis qui va chambouler l'automobile, mais pas juste l'automobile, toutes les entreprises. Donc aujourd'hui, on va parler de la loi 25 avec Dominique Sigouin. Enchanté, merci d'être venu. Comment vas-tu? Considérez-vous comme salué. Ah, merci. Je vais un petit peu plus vieux après cette introduction. Tu t'attendais Moi pas à ça? qui essaie de garder le cœur jeune, mais non, écoute, le quart de siècle, on l'assume. Oui. Puis c'est ce qui fait qu'on s'amuse. Tu sais, là, dans la quarantaine, une vingtaine d'années d'expérience, on s'amuse. Puis on peut se permettre de dire ce qu'on pense. Alors, c'est génial. Ah, tant mieux, tant mieux. Mais justement, comme on t'a introduit, tu avais beaucoup de connaissances, puis pas juste beaucoup de connaissances dans l'automobile, mais tu fais beaucoup de recherches ces temps-ci sur la loi 25. Ouais. Oui. Puis, évidemment, je sais que je pourrais te demander la question, c'est quoi la loi 25, puis tu pourrais en parler pendant 8 heures, comme que tu viens tout juste de me dire. Êtes-vous prêts? Mais, bien évidemment, le podcast va durer le temps qu'il va durer une certaine période, puis on va essayer d'embellir toute l'information, puis de le garder quand même concret. Donc, au final, le Québec, ou c'est-tu le Québec ou le Canada qui va? Le Québec. Le Québec va introduire la loi 25. Donc, pourquoi est-ce qu'ils vont introduire la loi 25, puis quelle est la loi 25? La loi 25 qui est la modernisation des dispositions de la loi qui étaient en place actuellement. La loi sur le privé qu'on appelle depuis 93-94. La loi 25 vient moderniser certains éléments, en ajouter certains autres et préciser. Et elle est entrée en vigueur de façon, on va dire, par étapes. Ça a commencé l'année passée, en septembre 2022. Cette année, en septembre 2023, il y a peut-être 90% des changements, des modernisations, puis un petit détail l'année prochaine. Puis l'année passée, par exemple, les industries, puis là, on va parler des concessionnaires, puis c'est pour ça que je me suis intéressé à ça, mais toutes les entreprises, toutes les PME qui collectent, qui utilisent, qui touchent, qui jouent, peu importe ce qu'ils font avec, des renseignements personnels de clients, sont touchés par ces modernisations-là. Donc, l'année passée, comme dealer, on avait à mettre le responsable PRP. Il fallait nommer un responsable PRP, qui est la protection des renseignements personnels. Oui. Donc, on doit avoir un responsable à l'intérieur de l'organisation. On mettait son nom sur le site Web, dans la politique de confidentialité. Oui. Et si on avait un incident de confidentialité, on devait le rapporter au CAI, qui est la Commission d'accès à l'information. Donc, c'était les dispositions l'année passée en 2022. Il y avait 2 petites actions à faire. Et si on se pose la question, par exemple, quel est le pourcentage en date d'aujourd'hui des entreprises qui ont fait ça, ça doit être extrêmement minime. Parce que justement, tout le monde est en train d'apprendre et de « Ah, là, septembre 2023, là, c'est là que les gros changements. Alors, on va commencer à écouter ce qu'on devait faire l'année passée. » C'est Oui, quoi, vas-y. excuse-moi, Charles, c'est quoi le rôle du responsable PRP, Bonne question. justement? C'est une très bonne question. Je vais essayer de résumer, puis je ne veux pas donner de conseils, un conseil légal. Je ne vais jamais donner de conseils légaux. J'ai des partenaires collaborateurs qui sont spécialisés pour ça. Mais le responsable de la protection des renseignements personnels, c'est par défaut, c'est le propriétaire. C'est la plus haute autorité. Là, elle a le droit de déléguer par écrit cette responsabilité-là, ce rôle-là à quelqu'un. Alors, dans l'automobile, le propriétaire va souvent déléguer au contrôleur ou un des VP ou des DG le rôle du responsable PRP. Ce qu'il va faire, grosso modo, c'est que ça va être celui qui va avoir la responsabilité et il y a une responsabilité légale. Si jamais il y a des fraudes ou des amendes, il y a une responsabilité et, je tiens à dire, le propriétaire qui délègue le rôle est responsable encore parce qu'il doit s'assurer que son responsable PRP a toutes les informations et il a tout pour bien faire les choses. Donc,
S'il se passe quelque chose, là, les deux sont dans le même bateau. Fait que ça, je trouve que c'est important de le préciser parce qu'il y en a qui pensaient qu'ils déléguaient ou qui... Fait qu'il y a une responsabilité, c'est pas juste un titre. Ça peut être la personne qui va être en charge du comité, qui idéalement devrait être multidépartemental, avoir quelqu'un des TI, avoir quelqu'un du juridique, quelqu'un du marketing, multidisciplinaire aussi, pour tout faire ce qu'il y a à faire pour être en règle avec la loi 25. Fait que c'est vraiment la personne qui a la responsabilité de dire, OK, c'est quoi la loi? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi mes premières actions, etc. Et par la suite, la mise en place de ces actions-là, si un consommateur veut lever la main depuis justement l'année passée, le responsable PRP sur le site web. Donc, si un consommateur veut communiquer avec une entreprise puis dire hey, j'ai des questions concernant les renseignements personnels que vous avez à mon sujet, ben, il va communiquer avec le responsable PRP. OK. C'est un des premiers rôles. Puis pour un client, pourquoi est-ce que cette loi-là est importante? Bonne question. Prends le temps de boire de l'eau, moi, avec, je vais en profiter pendant que tu réponds. Il était une fois... Et pourquoi c'est important? C'est très, très pertinent comme question. On oublie que tout ce qui se passe en ce moment, c'est pour nous. C'est pour nous autres, les consommateurs. Depuis toujours, on se fait dire l'adage, si c'est gratuit, c'est que tu es le produit. Et on ne comprenait pas trop vraiment ça. Fait que si j'ai une application comme Facebook qui ne me charge rien et qui même sur sa page d'accueil avait écrit, voilà, plus d'une dizaine d'années, ce sera toujours gratuit. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'ils siphonnaient nos données, nos data, ils faisaient de l'argent avec ça. Ils font encore de l'argent avec ça. Fait que toutes les grandes entreprises des 15-20 dernières années, qui sont les GAFAM, qui sont les plus grandes de ce monde, la très grande majorité, ils l'ont fait avec nos données, sans notre consentement éclairé, clair. Donc, depuis toujours, on a des applications, des logiciels, des médias sociaux, où est-ce que quand on s'inscrit, on a « j'accepte les politiques de confidentialité et toutes nos affaires de vie privée. Clique ici, j'accepte. » Exactement. Exact. Personne les lit. Pourquoi? Parce que quand tu regardes ça, tu as 75 pages de verbiage d'avocat. Je me suis penché là-dedans dans beaucoup de documents, là, tu sais, puis c'est fait pour être épeurant, puis rendre ça inaccessible, puis justement que personne les lit, puis dise « OK ». Donc, tout était fait en sorte que on n'avait comme pas le choix. Et il y a un terme de fatigue, je ne sais pas quoi, je ne me rappelle plus, mais qui est, on a comme abandonné. Et c'est ça qui est le grand danger. C'est pour ça que la loi est très importante pour moi. Le grand danger, c'est que tout le monde dit oh, « j'en ai plus de vie privée de toute façon ». Ils ont déjà tout. C'est comme si on a abdiqué. Là, on s'en va vers le crédit social. Et, tu sais, Donc, de prendre conscience que non, attends une seconde, mes données ont une grande valeur. Ils veulent tout faire de l'argent avec ça. Ben là, je vais vous dire, ben, si tu veux mes renseignements personnels, il va falloir que tu me demandes un consentement clair, simple, explicite, pas 52 pages d'avocat. Qu'est-ce que tu veux collecter comme renseignement? Qu'est-ce que tu veux faire avec? Dans quel but? Puis là, on en parlera tantôt, le cycle de vie d'un renseignement personnel. Mais c'est quoi tout ce que tu vas faire, puis quand tu vas le détruire? Puis là, on fait 180 degrés. Donc là, on va vivre de plus en plus, un peu comme iOS 14.1. On a vécu là, peut-être un an et demi. Je perds la notion du temps avec ces événements-là. Mais où est-ce que Apple, en bon protecteur, et non pas pour se constituer son propre écosystème, mais en bon protecteur, a dit, écoute, là maintenant, Facebook, quand tu réinstalles la mise à jour, ben au lieu de juste dire j'accepte, comme les politiques et confidentialité, puis j'avais pas d'autre choix, là, c'est par défaut, on refuse le tracking, tout est à off, puis tu as le droit de peser sur le bouton pour accepter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'était 94% ou 80%. On dit non, traque-moi pas. Fait que Facebook va-tu super bien en termes de marketing puis de publicité depuis 2 ans? Il y en a qui vont dire, ça recommande. Mais
Non, on a perdu un paquet d'éléments de tracking puis qui faisaient leur pouvoir pour faire du ciblage. Puis... Donc, ça a commencé à faire 180 degrés, à redonner le pouvoir à nous autres, les consommateurs, qu'on prenne conscience de la valeur de nos données. Puis ici, on parle un petit peu du ciblage. Puis là, le but, c'est pas de faire peur à certains clients, mais jusqu'à quel point est-ce que le ciblage était poussé dans les années passées, contrairement à où est-ce qu'on s'en va maintenant? Tout pouvait se faire. OK. Pas compliqué. Tu sais, les médias sociaux, puis on parle de Facebook, mais peu importe les médias sociaux, je pense qu'on en parlait un petit peu tantôt. On allait sur des sites de RDS, il y avait les petits widgets pour partager sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Mais on ne savait pas que ça traquait quand on était sur RDS. Donc, il y a un paquet de données, de ciblage, qui permettait de faire du profilage, puis de dire, ben, écoute, moi, je veux cibler les hommes de 33 ans, divorcés, qui viennent de se faire une blonde, qui aiment les Harley, la poutine, puis qui vont se magasiner un peu. Tu sais, c'était à peu près ça, là. C'était autant dans Google, dans Facebook, dans ces écosystèmes-là. Donc, on avait une possibilité presque illimitée de ciblage. Puis là, dans les dernières années, a commencé les lois, le GDPR, qu'on reparlera un petit peu tantôt, qui fête son 5e anniversaire, les lois au gouvernement, autant aux États-Unis qu'au Canada. Puis là, par exemple, Facebook, à un moment donné, on ne pouvait plus cibler par code postal ou presque par rue ou par ville. C'était un rayon de X kilomètres. Google aussi, ça a fait un peu la même chose. Donc, on a commencé tranquillement, dans les dernières années, à perdre, au profit de la protection de la vie privée, bien heureusement, à perdre des avantages de profilage. Fait que, tu sais, en résumé, là, je parle avec beaucoup de mes amis en marketing, c'est au début des années 2000, on avait des belles affaires, on avait des actions, on avait un marketing mix, on avait un petit peu de traditionnel, de numérique. Puis là, est arrivé les GAFAM, est arrivé les « on se nourrit de vos données ». Puis là, je peux acheter des leads à 15$, 5$, 2$, le clic, les ventes. Fait que là, on a vécu un Eldorado pendant 10, 15, 20 ans. Là, c'est fini. Là, c'est terminé. Le buffet à volonté, fermé. 180 degrés, plus de données. Est-ce que ça va se faire du jour au lendemain? Non. Dernièrement, je pense que c'est la semaine passée, la plus grosse amende qui a été donnée en Europe à Facebook, 1,3 milliard, si je ne me trompe pas. Il y en a eu beaucoup de 700, 800 millions, 500 millions. Fait que là, quand tu te mets à regarder puis à faire des recherches de c'est quoi les amendes, les pénalités qui ont commencé à être données aux côtés de l'Europe grâce au GDPR, à la loi qui a été modernisée il y a 5 ans, c'est fini. La récréation pour le GAFAM est terminée. Ils sont ébranlés. C'est en train de changer leur modèle d'affaires. C'est une bonne chose. Fait que, on va reprendre le contrôle sur nos renseignements personnels. Est-ce que ça va faire en sorte que une annonce en ligne numérique va quasiment devenir comme si c'était une bannière sur l'autoroute, ou est-ce que ça va cibler quasiment tout le monde, ou est-ce qu'il va quand même avoir un petit peu de profilage? Si on mettons là, tout ce qui est la loi 25 qui touche justement les renseignements personnels puis le ciblage, comment ça va affecter le marketing, on recule de 20 ans. OK. C'est un dommage dans un sens. Pour les entreprises. Mais... pour le consommateur aussi. Oui. Moi, personnellement, je savais que j'étais profilé partout, puis dans mon écosystème. Mais ça faisait mon affaire parce que j'avais pas de publicité de poussettes de bébé parce que mes ados sont rendus grands. Donc, il y a cette réalité-là qu'on ne se rendait pas compte. Parce que tout le monde a de la publicité ciblée, mais à un point tel qu'ils ne savent pas. Et là, vous allez le voir de plus en plus, des annonces non pertinentes, justement, de moins en moins ciblées. Je trouve que c'est un inconvénient. Là, on est dans une transition. On va venir à un modèle, peut-être avec la blockchain, la décentralisation. Il y a Cadence à New York, une compagnie qui, je ne veux pas dire start-up, mais qui a quelques années, qui est en train de dire hey, nous autres, là, voici ce qu'on va créer, là, ton portefeuille à toi là, de renseignements personnels. Là. Puis les compagnies vont te demander l'autorisation pour se connecter à tes affaires à toi. On risque de s'en aller dans les 5, 10, 15 prochaines années, et peut-être très rapidement, à, comme consommateur, on va reprendre le contrôle de nos données. Puis là, si Facebook ou Google ou Nike ou peu importe la business avec qui je fais affaire, mon concessionnaire automobile, mon vétérinaire pour des informations sur mon chien, peu importe, je pourrais leur donner accès à mes infos.
Puis quand j'ai terminé, je veux plus, j'enlève ça. Tu sais, la vision s'en va là. OK. Donc, je pense qu'on va avoir une grande période de transition où est-ce qu'on va être un peu perdant à première vue, où est-ce que la publicité va être moins ciblée, moins pertinente. Mais quand on va réaliser puis qu'on va reprendre le contrôle de nos données, nos renseignements personnels, écoute, c'est pas compliqué. Tu vas magasiner un endroit, ils disent hey, si tu me donnes ton courriel Oui. ou mon infolette, je te donne 15% de rabais sur son achat, puis tu peux te désabonner après. Oui. En théorie, la personne ne devrait pas dire tu peux te désabonner après parce que je suis prêt à payer 15% de ta facture, peut-être 50, 75 $, là. Pour avoir ton courriel, pour te mettre dans mon infolettre, Oui. pour pouvoir communiquer avec toi. Ça a une grande valeur, un renseignement personnel puis un droit de communication. Fait que, il va y avoir un gros changement. On va vivre des pas belles années de pas beau ciblage, probablement. Google, Facebook sont tous en train d'essayer de sauver leurs meubles. Oui. Parce que les autres, ils font de l'argent avec les données. Fait que là, ils essaient de trouver des nouvelles façons de OK, comment je peux respecter la vie privée en faisant du marketing? Oui. Là, des boîtes noires de behavior, puis il y a eu les flocs avec Google, parce qu'il y a un paquet d'affaires, mais non, là, les lois disent non, ça marche pas, ça marche pas. Fait qu'en général, je pense que tout le monde a eu un petit peu cette expérience de tu parles avec quelqu'un d'un certain sujet, puis là, tu ouvres ton cellulaire, puis exemple, moi, je me souviens, il y avait un certain temps que je parlais de camping avec quelqu'un, puis j'ai ouvert mon cellulaire, puis j'ai jamais fait de recherche de camping. Puis là, tout à coup, boum, il y a juste des annonces de tentes. Est-ce que ça veut dire Le que côté téléphone qui enregistre, je ne le sais pas. Là, mais non, mais moi, je dis pas que c'est vrai que le téléphone enregistre sinon, mais est-ce que c'est ces coïncidences-là que tout le monde a reportées? Ces coïncidences, à quel point c'est une coïncidence? Oui, parce que Sûrement oui. généralement, Est-ce que c'est là, fini? ça va... oui, on est au début de la fin. OK. Ça ne sera pas du jour au lendemain. Parce que, justement, il y a 5 ans en Europe, le GDPR a dit c'est terminé. La récré est terminée. Mais là, ça fait 5 ans, puis c'est pas encore tout, mais là, ils ont commencé à pouvoir commencer des grosses amendes. Là, comme je dis, quand tu es rendu des 1 milliard, puis OK, là, attends une minute, là. Parce que depuis toujours, il y a bien des industries, puis dans le marketing, ils se disaient, bon, on le sait qu'on est gris un peu sur la ligne. On risque d'avoir une amende de 30 millions, mais on en fait 700. On continue. Ouais. Là, les amendes augmentent. Là, c'est un frein, puis là, il va y avoir un shift puis un changement. Ça, c'est une chose. On va le vivre au Québec aussi, parce qu'au Québec, la loi 25, qui modernise la loi qu'on avait, la majorité des pratiques, puis des bonnes pratiques, puis de la bonne gouvernance des données qu'on aurait dû avoir, le respect du consentement, ces choses-là, c'est depuis une trentaine d'années dans la loi. L'élément qui fait changer puis qui fait qu'on en parle aujourd'hui, c'est parce que là, tu peux avoir une amende de 10 millions, une amende administrative de 10 millions ou 2 de ton chiffre d'affaires mondial, et pénal de 25 millions ou 4 de ton chiffre d'affaires mondial. Fait que là, les business au Québec vont dire « Ah, OK, je vais regarder mes affaires. » Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, le ménage, le nettoyage est en train de se passer à tous les niveaux. Les consommateurs, on va le vivre. Puis, je le dis depuis quelques mois, vous allez le voir de plus en plus, tous les programmes de fidélité vont revenir en force, mais là, j'ai vu dernièrement, c'est moi avec Métro et les autres, Triangle avec Canadian Tire. Là, je pense Hermès qui s'en allait quasiment mourir puis qui est sauvé, ou je sais pas trop, là, mais il y a un autre business qui a racheté. Mais en tout cas, je suis pas certain, mais ceci dit, vous allez voir les programmes de fidélité revenir en force. Pourquoi? Parce que c'était ce qu'on avait commencé à faire de très bien au début 2000, avant que les Internets et les GAFAM arrivent avec des solutions de lead à 2$. Là, on s'est dit, plus besoin d'avoir un programme privilège. C'est quoi un programme privilège? C'est un écosystème que je me donne avec mon client, dans lequel il y a une relation de confiance. Puis où est-ce qu'il va échanger des renseignements personnels, des préférences, en échange de valeurs, de rabais, de produits, de privilèges, peu importe, mais il y a un échange de valeurs. Il y a un « what's in it for me ». Et ça, il n'y a rien de meilleur qu'un programme privilège. C'est un peu comme ton infolettre. Tu sais, as ta base de données, tu as ton canal de communication avec tes clients, tu leur donnes une belle valeur.
Je ne dépends pas de mon groupe ou de ma page Facebook ou de toutes mes autres applications ou de mon site web ou de mon Google My Business ou peu importe. Fait que ça, c'est quelque chose qui va revenir en force. Pourquoi? Parce qu'on est en train de perdre toutes les affaires de third-party data, les cookies, les lois, tous les changements. Fait que là, les grandes entreprises qui sont un peu prévoyantes vont dire, OK, on va revenir à cette base-là. Puis on avait parlé un petit peu de pénalité. Puis là, tu avais surtout engendré des frais. Mais comment est-ce que la pénalité pourrait entrer en vigueur dans une entreprise en particulier? Comment est-ce que c'est qui dirait à l'entreprise, voici ce que tu as fait de mal, voici ta sanction? Comment est-ce que ça se bâtit? Comme... Je ne parlerai pas sans la présence de mon avocat. Encore là, sans donner de conseils juridiques ou légaux, je vais y aller avec les principes. Si tu as des mauvaises intentions ou tu as des mauvaises pratiques de négligence et que quelqu'un fait une plainte, puis que le CAI, la Commission d'accès à l'information, vienne inspecter chez vous, c'est un peu comme le gouvernement. C'est un peu comme la CNSST. C'est comme la CNSST. C'est comme le gouvernement pour les impôts, revenus. C'est le même principe de... C'est la police des données personnelles. Exactement. Oui, c'est la même chose. Tu comprends? C'est le CAI, c'est ça l'organisme. C'est ce qui fait... C'est ce qui il va faire que la loi va être appliquée. Puis là, s'ils rentrent chez vous, puis, par exemple, il y a 2 entreprises qui ont une plainte. La première entreprise, elle a un responsable PRP. Ils ont commencé à faire une cartographie, à faire un inventaire, à checker leur affaire, à dire, OK, ça, va falloir travailler ça on est correct, ça, on n'est pas correct. Je compare ça un peu comme un rapport d'un inspecteur en bâtiment quand tu achètes une maison. C'est quoi l'état des lieux? Qu'est-ce que j'ai à faire? Les affaires que j'ai à faire, urgent, pas urgent, j'ai avoir besoin de spécialistes. Ça, c'est la première étape qu'on a à faire. Fait que là, si tu es un concessionnaire, tu as commencé à faire ça, puis là, tu as 90 actions à prendre afin d'être en ligne avec la loi. Parce que ça se peut que 90% de tes fournisseurs, ils sont pas prêts non plus pour la loi 25. Donc, le CAI est conscient de ça. Donc, si on est en train de faire un travail, à la limite, il va peut-être te dire, hey, parfait, tu es en train de faire le travail. Dans 6 mois, on se donne rendez-vous, je vais voir ce que tu es rendu, tac, tout est beau, merci, bonsoir. Versus l'autre que j'ai aucune idée de quoi tu parles. J'ai aucune idée sont où mes renseignements, qui joue avec ça, c'est qui mes fournisseurs qui ont accès. J'ai de mes fournisseurs, ils viennent se connecter dans mon DMS ou mon CRM avec des users et des passwords de mes employés pour extraire mes bases de données dans... Là, tu vas t'exposer à des amendes, à des pénalités. Puis là, il y a une série de gradations. Puis tu sais, c'est pas on va te checker, paf, 10 millions. Pas ça. Puis pour se rendre là aussi, il y a un degré, je veux dire... Tu sais, si je suis une entreprise bien intentionnée, puis que il arrive des erreurs, bon, je peux avoir des amendes ou un processus de suivi, mais si je suis tout croche, je n'ai pas fait mes devoirs, puis il arrive la fraude, ou si je fais de la fraude, ou j'utilise les renseignements de mes clients à d'autres fins, là, je peux avoir des pénalités. Okay. Puis, je vais te donner un exemple. Si tu es capable de garder ta question. Oui. Parce que là, le flash qui m'est venu tantôt, on en parlait. Si dans la loi, il y a le consentement, ça doit dire, tu dois avoir le consentement du client, de lui dire, voici les renseignements que je vais prendre de toi, puis qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est quoi le but puis l'objectif? C'est quoi la finalité du fait que je collecte des renseignements personnels? Puis il est arrivé il y a quelques mois, l'histoire, je pense, c'est Home Depot, avec le Facebook Offline Conversion. Donc, Facebook comme Google, la majorité des agences de marketing font ça. C'était comment je peux traquer mes conversions hors ligne. Donc, mes gens qui viennent en magasin, en succursale ou en concession, j'uploadais ma liste de vente dans Facebook, puis les autres, ils matchaient ça avec leur machine à saucisses pour dire, on t'a généré des ventes, voici le offline conversion, voici ceux qui sont allés chez vous puis qui avaient vu l'annonce, puis bon. Tu sais, tout ça, c'est comme tout le monde fait ça, puis le problème est le suivant. Là, le gouvernement, il dit, hey, Home Depot, t'as-tu demandé le consentement à tes clients, toi, pour faire ça? Ben oui. Ah ouais, comment? Et quand ils me demandent, là, quand je demande à mes clients, est-ce que tu veux la facture papier ou courriel? Puis que mon client me la demande courriel, ben quand j'y envoie par courriel, son consentement est comme implicite. OK, non, c'est plus des bonnes pratiques.
Et là, ils sont allés plus loin parce que même s'ils avaient demandé le consentement, parce qu'il dit oui, c'est marqué, va voler dans notre politique de vie privée, justement. Puis là, il dit parfait, on va là-dedans. Hey, là-dedans, là, est-ce que tu as demandé à ton client l'autorisation de transférer ses informations personnelles à Facebook à des fins de marketing? Parce que c'était ça la finalité, l'objectif. Oui. On dit qu'on partage à nos partenaires. Non, c'est fini ça, c'est plus bon là. Là, tu lis des politiques aujourd'hui de confidentialité, là, ça dit à peu près en gros, t'acceptes n'importe quoi, puis qu'on va partager à n'importe qui pour n'importe quelle raison. C'est à peu près ça que ça dit en 75 lignes d'avocat. Ouais. Puis comme consommateur, on accepte. Des bonnes pratiques, ça. Des bonnes pratiques. Pourquoi? Parce qu'on clique, go, j'accepte, puis on n'était pas trop conscient ou on avait abdiqué, mais ça va changer. Là, la preuve, quand je te dis, hey, Facebook veut te traquer, est-ce que tu dis oui? 94% disent non. Ça, c'était pas iOS? Ouais. OK. Hey, c'est un exemple, mais pourquoi que 94% du monde n'ont pas dit oui à Facebook, traque-moi partout? Il y a un bris de confiance. Fait qu'il y a ça aussi dans... Fait que là, on parle de relation de confiance. C'est un concessionnaire automobile. Si tu fais tout ce que tu as à faire pour te mettre en ligne avec la loi 25, tu vas comprendre le cycle de vie d'un renseignement personnel, tu vas faire les étapes, tu vas avoir une opportunité d'avoir une communication avec ton client, de dire « Hey, on change nos façons de faire », parce que le respect, puis la protection de la vie privée, puis de vos renseignements personnels, ça a une grande valeur pour nous. Voici comment on fonctionne, puis parce que ça se peut que nos processus changent, ça se peut que nos contrats, les consentements, ça se peut qu'il y ait un paquet de nos pratiques qui changent. Mais on a une belle opportunité de le communiquer au client puis de bâtir sur cette relation de confiance-là. OK. Puis ça, c'est un petit peu ça que je me demandais, puis c'était sur le sujet que je voulais arriver, parce que tu avais parlé de bonnes pratiques, puis là, tu viens de mentionner cycle de vie. Je me demandais, pour les entreprises, c'est quoi les bonnes pratiques, puis c'est quoi le cycle de vie? On va y aller avec le cycle de vie. Je pense que si on comprend le cycle de vie d'un renseignement personnel et on dira c'est quoi un renseignement personnel, tu es en mesure après ça de comprendre la loi. Parce que si tu lis toutes les dispositions de la loi, c'est un peu étourdissant. Quand tu comprends le cycle de vie, les principes de base, c'est plus simple. Premièrement, puis là, la loi a modernisé là-dessus, puis elle a fait des précisions. Un renseignement personnel, c'est toute information, anonyme ou pas, qui permet de près ou de loin d'identifier un humain, un être vivant. Donc, je répète, un renseignement personnel, c'est pas juste un nom, un numéro de téléphone. Ça peut être quelque chose d'anonyme. Parce que, on fait une parenthèse technique, je pourrais avoir 2-3 éléments anonymes. Une adresse IP, géolocalisation, puis je pourrais identifier quelqu'un. Oui. Donc, un renseignement personnel, c'est tout ce qui, de près ou de loin, permet d'identifier un être humain. Fait que quand je parle avec les dealers, dans les pratiques, c'est, on va faire ça simple, là, mais tout dans le même bateau. Tu sais, les adresses IP, les affaires de marketing, il y en a qui vont vouloir essayer de contourner. Non. C'est tout des renseignements personnels. Comme numéro de série, ça n'en est pas un. Mais tout ce qui est tracking sur le web, ou c'est pour faire du behavior ou de l'analytique, c'est des renseignements personnels. Donc, un renseignement personnel, c'est tout ce qui me permet d'identifier de près ou de loin. Maintenant, un cycle de vie des renseignements personnels. Un cycle de vie a 5 étapes. Puis quand tu vas sur le site du CAI, la Commission d'accès à l'information, c'est les 5 étapes que tu utilises parce que si tu fais des recherches Google, tu peux avoir 6 étapes, 7 étapes, 8 étapes, 9, 9,5. Il y en a plein qui sont faites des beaux infographies avec ça. Mais on garde ça simple. Première étape du cycle de vie d'un renseignement personnel, c'est quand je collecte le renseignement personnel. Donc, la première étape, c'est la collecte. La deuxième, c'est l'entreposage. J'ai avec moi physique ou numérique. J'entrepose des renseignements personnels. Après ça, l'utilisation. Donc, mes employés vont utiliser ces renseignements personnels-là pour atteindre un objectif. Communication, ça, c'est possible, mais pas toujours présent. C'est, est-ce que je communique des renseignements personnels à une autre entreprise, un tiers, à des employés qui ne font pas partie de mon organisation? Donc, il y a une distinction, puis c'est important, ça. Puis la dernière étape, puis c'est là que souvent ça fait comprendre qu'on était dans le champ depuis toujours, c'est la destruction. Fait que quand on pose la question à peu près n'importe qui, c'est quand la dernière fois que tu as détruit des données informatiques ou des renseignements personnels? La réponse, c'est jamais.
À part le numéro de téléphone de ton ex. N'embarque pas là-dedans. C'est encore là la présence de mon avocat. Mais c'est un fait. C'est un petit peu trop relate, mais ok, c'est bon. Mais on n'efface pas. Puis dans un concessionnaire, par exemple, on garde 7 ans par rapport à l'impôt, les revenus, mais on n'efface pas les renseignements. Excuse-moi. C'est correct. Je l'ai eu. La destruction des renseignements, ça vient faire comprendre une étape au début, le consentement. Ça dit, je dois demander à mon client de façon simple, claire, éclairée, explicite, quels renseignements je vais collecter, autre que le numéro de téléphone de ton ex, comment je vais les entreposer, comment on va les utiliser, pourquoi, parce que c'est quoi la raison, c'est quoi la finalité, la raison pour laquelle, puis après ça, je vais les détruire, parce que quand j'ai atteint la finalité, je dois détruire. Je te donne un exemple. Je fais une photocopie de permis de conduire pour passer un véhicule de courtoisie. Parce que les assurances me demandent ça. Parfait. Fait que je fais une photocopie de permis de conduire, je fais une collecte d'informations que je vais entreposer à quelque part et non pas laisser traîner sur un bureau à la réception. Ce qui a déjà été vu dans des concessionnaires automobiles. Ouais, partout. Et quand j'ai atteint l'objectif qui est, OK, j'ai fait l'essai routier, il n'est pas arrivé d'accident, je ne ferai pas de réclamation, je dois détruire ça. Demande de crédit. Dans les concessionnaires automobiles, on va garder à l'occasion, on va voir très souvent, les photocopies de demande de crédit dans les dossiers. Je n'ai pas besoin, ils sont dans le portail du créancier. Donc, que ce soit la banque, que ce soit les créanciers, les manufacturiers, les informations, les renseignements personnels sont dans son portail, ils ne sont pas dans les mains du dealer. Là, on va faire une photocopie, on en garde. Là, on se met à risque. Donc, quand je collecte un renseignement, je dois le détruire. Fait que déjà ça, à la base, il n'y a personne en ce moment, nulle part, si on parle de consentement numérique principalement, qui a ces éléments-là dans un consentement éclairé, et qui plus est, va le détruire après la réalisation de l'objectif. C'est vraiment un 180 degrés parce que depuis toujours, c'est du pétrole, c'est l'or, les données. Puis là, il y en a de plus en plus à volonté. Puis là, c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait avec? On ne sait pas. On met ça dans des entrepôts, data warehouse, des data lakes, du BI. Puis là, on entraîne l'intelligence artificielle aujourd'hui là-dessus. Puis on verra ce qu'on fait avec, puis on le garde à vie. Une façon de voir ça. Tu es un propriétaire de concessionnaire automobile. Puis là, on dit, bon, il y a des incidents de confidentialité, puis il y a des incidents de cybersécurité, qui est vraiment deux choses. Mais si un jour, tu as un incident de cybersécurité et que tu te fais hacker toutes tes données, Comme ce qui est déjà arrivé. comme qui arrive tout le temps, mais que personne ne parle. Ça, c'est l'autre affaire aussi. Hein? Ouais. Souvent, il y en a qui vont le vivre puis ils ne le partagent pas, puis c'est dommage, mais... Est-ce que par la loi, ils sont obligés? Ben là, et voilà. C'est- Depuis septembre 2022, Oui. c'était une des obligations, avec nommer le responsable PRP, c'était de tenir un registre des incidents de confidentialité et non pas de cybersécurité. Parce que tu pourrais avoir un incident de cybersécurité Qui n'affectent pas la qui fait juste, admettons, ils confidentialité. ont pogné tes numéros de série. Ouais. Tu n'as aucun renseignement personnel. Donc, tu n'as pas d'incident de confidentialité à déclarer au CAI, à la Commission d'accès à l'information, puis tu n'as pas à le déclarer à tes clients non plus. Dans le cas où est-ce que tu as, par exemple, on oublie le numérique, tu te fais voler des filières physiques papier, tu as un incident de confidentialité, tu n'as pas d'incident de cybersécurité, mais là, tu dois le déclarer au CAI, tu dois le déclarer à tes clients. OK. Fait que ça, c'est une des différences. Est-ce que vas-y. ça s'adresse seulement aux données qu'on va collecter? Parce que la loi passe en septembre, si je me trompe Septembre pas, comme 2023. 2023 Ouais. ou... 2022, il y avait déjà des applications, des dispositions qui étaient mises en place. Puis là, OK. 2023, c'est la majorité, donc dans quelques semaines. Puis ça s'adresse à la collecte des données à partir de 2023. Fait que toutes les données que j'ai collectées Bonne avant, je question. dois m'en débarrasser OK. aussi. Ah, Ou c'est à partir de maintenant. Parce que c'est des données, on en a depuis longtemps. Là, Là, pour- tu poses une question que tu n'aurais pas dû poser parce que ça, c'est un autre 2 heures. Mais je vais te résumer encore là. Tu sais, jurisprudence et tout ça, tu sais, tout est nouveau. Sauf que quand je me fais poser cette question-là, à part de dire tu vérifieras avec ton avocat, le principe, voici ce que je te dis.
Les données que tu as collectées, est-ce que tu avais un bon consentement? Si tu n'es pas sûr, il serait mieux de ne pas les utiliser. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup de données qu'on a dans un concessionnaire automobile. Je veux dire, 99% des données qu'on a, c'est legit, on a tous des consentements. C'est soit quand on va faire la vente, le contrat de vente, ou on va avoir au service avec le work order, on a toujours des consentements. Mais le consentement, il servait à quoi? C'était quoi la finalité du consentement? Donc, si par exemple, je t'ai fait signer un work order, puis là, ton work order, il consent à ce que je fais la réparation, c'est ci, c'est ça. Ça consent-tu à m'envoyer des emails, à me faire du marketing, à me traquer sur ton site web? C'est quoi la finalité? Donc, il y a plusieurs consentements pour un client dans un concessionnaire. Oui. Et là, tu sais, comme si j'avais un dealer, moi, je suis pas sûr que je voudrais mélanger l'ancien avec le nouveau. Fait que peut-être de dire, OK. Puis là, c'est là, dans une opportunité, une action qu'on pourrait faire, une opportunité avec les clients. Bien, je vais faire le tour de toute ma base de données pour communiquer avec mes clients, pour mettre à jour la fiche, les informations, puis peut-être mettre à jour le consentement aussi. Puis de parler de ça, mettre à jour les informations de courriel, de téléphone, de cellulaire, peu importe. Fait que ça peut être une opportunité de dire, bien, on va recommencer. Ça serait plus une bonne pratique que d'utiliser, je vais dire, le vieux stock, les vieux consentements, parce que je suis convaincu qu'à 99,9% du temps, les consentements qui ont été donnés, c'était pour une raison X. Maintenant, tu sais, mon client qui m'a signé un work order puis que j'ai envoyé un courriel, on n'a jamais eu de plainte. Tu sais, si le client dit « Hey, arrête de m'envoyer des courriels, t'arrêtes d'y en envoyer. » Fait que c'est pas comme si il arrive de quoi que le consentement, je vais avoir une amende de 10 millions. C'est pas ça, mais fait que je dis toujours d'être dans le principe. Puis quand tu comprends le principe, justement, le cycle de vie qu'on commençait à parler, tu dis, OK, il faut que j'ai une bonne raison. Puis là, si je le partage à quelqu'un, je le dis. Puis à la fin, il faut que je le détruise. Puis fait que quand tu comprends ça, puis qu'après ça, tu regardes tes processus, puis tu te dis, je suis capable d'avoir un cycle de vie sain dans mon entreprise? Ou là, non. Hey, là, j'ai bien des affaires que je ne détruis pas, là aussi, ou là, je communique des informations à un autre, mais je n'ai pas demandé le consentement de mon client. Fait qu'il va falloir que je change mes consentements. Il va y avoir un petit peu de pratique et de processus à changer. Ça ne se fera pas du jour au lendemain non plus. Parce qu'on a 25 fournisseurs dans notre écosystème de concessionnaires. Là. Oui. Donc, nos DMS, nos CRM, les chats, les sites web, les textos, les emails, le marketing, les ventes privées, les relances à clientèle, dadada, digital retailing, equity mining et une souris. Fait que là, justement, on a embarqué un petit peu dans les concessionnaires, puis là, ça, c'est quand même très niche, puis tant qu'à être là, tu parles, puis propulsé par des concessionnaires automobiles, on va rentrer un petit peu plus dans le niché. En ce moment, pour un concessionnaire automobile, quelles sont les étapes physiques ou pratiques qu'ils doivent appliquer? Mettons qu'on essaie de le faire étape par étape. Qu'est-ce qu'ils doivent faire en premier, en deuxième, en troisième, en ce moment, pour se préparer à septembre 2023? En premier, c'est de paniquer. On met tout en feu. En deuxième, de reprendre son souffle. Non. Ce que je fais, là, et c'est venu un peu, je pense, c'est une bonne méthode. Quand je rencontre les clients, d'un, c'est de vouloir être curieux puis de s'informer. Ça, c'est la première étape. Ça a l'air anodin, mais je vais le dire parce qu'il y en a qui disent « Ah, je vais attendre. On verra plus tard. » Ou c'est pas urgent, c'est pas important, ou c'est quoi les risques, ou j'attendrai d'avoir une plainte, ou bon. Fait que la première étape, c'est de comprendre que tu es au bat pour des amendes à partir de septembre 2022, l'année passée. Donc, le CAI avait un budget X, il y a un budget, je pense, 3-4 fois plus gros au dernier budget provincial. Ils vont avoir les moyens, ils vont se donner les moyens de faire respecter cette loi-là. Donc, première étape, de vouloir être proactif. 2, on doit faire une cartographie digitale, donc l'inventaire aussi, de tous les renseignements personnels, puis où est-ce qu'ils sont dans mon entreprise. Fait que c'est un peu l'analogie que je vais faire, c'est un rayon X, où est-ce que le sang va circuler dans bien des organes, puis le sang, c'est partout ce que j'ai des datas de renseignements personnels. Puis là, il faut que je fasse un peu le rayon X, le mapping de ça. Ça va, bon, c'est où que j'en ai,
qui joue à ça, qui touche à ça. Physique, numérique, les filières, les bureaux, le cloud, tous mes fournisseurs qui touchent. Mon gars de ménage qui vient, qui a accès à des renseignements personnels dans mes bureaux. Donc, tous ceux qui, de près ou de loin, touchent aux renseignements personnels que je collecte de mes clients, il y a une cartographie comme un rayon X à faire. Puis un coup que tu as ça, c'est un peu comme je disais, le rapport d'inspection, inspecteur en bâtiment. Là, voici ton état des lieux. Voici des affaires urgentes. Voici des affaires moins urgentes. Voici des choses que tu peux faire à l'interne. Voici des choses, tu vas avoir besoin, par exemple, ton gars de TI. Tu vas avoir besoin de ton gars de marketing. Tu vas avoir besoin de ton conseiller juridique ou ton avocat. Fait que tu peux avoir des spécialisations. Fait qu'un coup que tu as fait ça, tu as fait ta cartographie, ton inventaire. Fait que juste pour, excuse-moi de Non, t'interrompre, vas-y, juste vas-y. pour résumer la première étape, Oui. la première étape, c'est une analyse de la situation. Savoir qu'est-ce qui se passe, où l'information va dans ton entreprise, puis où est-ce qu'elle est collectée en ce moment. Oui, parce que si je veux respecter la loi qui concerne les renseignements personnels, je dois savoir qu'est-ce que j'ai comme renseignements personnels, Exact. puis ils sont où, puis qui fait quoi avec. Fait que Exact. c'est un peu ça l'état des lieux. Là, tu sais, le rayon X, radiographie, c'est snapshot. Voici mon état des lieux. OK. Fait que ça, c'est la partie 1. Ouais. Quelle est la partie 2 par la suite? Paniquer à nouveau. Non. Après ça, c'est là que, en guillemets, tout est à faire, en sens que pour les prochaines années, on va faire toutes les modifications qu'on a à faire. Tout ne se fera pas en 3 semaines. Quand on regarde en Europe ce qui se fait, le GDPR fête son 5e anniversaire, c'est pas 100% des business et de l'industrie qui sont toutes à 100% encore. Donc, on va peut-être avoir, peut-être pas un 5 ans comme l'Europe, parce qu'on va avoir appris, on va peut-être aller plus rapidement, j'ose l'espérer. Oui. Un bon 3 ans de transition. Fait que là, j'ai mes actions à prendre. Je vais faire des petits changements mineurs, des corrections. Je vais surtout commencer à faire des procédures et documenter pour avoir une gouvernance des données. Je pense que je pourrais dire que comme l'étape ensuite, là, c'est de se créer une gouvernance des données. Ça veut dire de documenter les processus et les documents, les renseignements. Pourquoi? Si un jour j'ai un incident de confidentialité, puis que le CAI vient me voir, puis qu'il dit « C'est où que tu as eu ton incident? » Je vais être en mesure, très fort probablement, ou avec l'aide des spécialistes, de pouvoir trouver où. Parce que j'ai fait cette cartographie et cet inventaire-là. Où est-ce que le sang coule? Oui, ben C'est exactement. dans le corps. Ouais, un peu, ouais, on peut le voir comme ça. Ouais, où tu bleeds, là, où tu saignes. Et où l'hémorragie. Ouais. Ben là, l'automobile, là, il est bien magané. Là. C'est comme les crash test dummies là, dans le temps. Là, il y a des hémorragies partout. Je fais une parenthèse, mais c'est pas une blague, mais vas-y. L'analogie que je fais avec le dentiste. Tu sais, nous autres, on a 5, 6, 7, 8, 9, 12 composantes. Où est-ce qu'il y a des comme bases de données, renseignements de clients. Le dentiste, lui, il y en a une. Il y a un logiciel avec les consentements. Puis il n'y a pas 26 personnes, dont des fournisseurs externes, qui viennent jouer là-dedans. Nous autres, là, on a foutu le bordel dans les années parce qu'on s'est déresponsabilisé. Tu sais, c'était... Je le dis avec amour avec mes amis qui sont dans ces compagnies-là, les ventes privées, où est-ce qu'on a commencé à outsourcer le renouvellement. Tu sais, c'était de s'occuper de sa clientèle. C'est quoi du renouvellement? C'est je vends un char, puis après ça, ben je donne de l'amour au service pendant 2, 3, 4 ans en espérant que soit il continue de faire son entretien chez nous après le 3 ans, 60 000 km, ou qu'il va vouloir se procurer un prochain véhicule chez nous. Puis là, on a commencé à se déresponsabiliser, puis à outsourcer ça à des compagnies. Puis là, ils sont venus siphonner les bases de données. Puis c'est là que ça a commencé à créer des 3, 4, 5 CRM, les bases de données. Puis là, ta compagnie de relance au service ou de vente privée, bien là, elle appelle tes clients. Puis là, s'il y a un consentement qui change, bien, on n'avait pas toujours l'info qui se rendait partout. Puis, il y a beaucoup de défis. Il y a une bonne problématique. Fait que c'est important un coup que j'ai fait ma cartographie, je vais faire des actions. Mais après ça, je dois documenter, avoir une bonne gouvernance des données. Puis en gros, c'est quoi une gouvernance de données? C'est de dire, il faut que je collecte le moins de renseignements personnels possible. OK. Le jour où je vais avoir une brèche ou une attaque, t'aimes-tu mieux avoir bien des renseignements personnels ou le moins possible? Ben, le moins possible, c'est sûr. Puis en même temps, je voulais revenir sur une petite phrase que tu avais dit. Tu avais dit en ce moment, l'automobile, c'est comme le crash test dummy qui a plein d'hémorragies partout. Est-ce que plein d'hémorragies partout, ça veut dire qu'en ce moment, il y a plein d'informations qui sortent puis qui coulent puis qui se... Non, pas dans ce sens-là. Je veux dire qu'il y a beaucoup de risques à
Il y a plusieurs... Oui, on serait plus à risque. Puis c'est une très bonne précision parce que c'est un peu pour ça que on a une belle industrie dans le sens que puis comme là, on dit l'automobile, mais que de construction, VH, je peux parler de n'importe quelle autre verticale, c'est la même situation à certains égards. Oui, pas juste l'automobile, ça a déjà assez Non, bad rep, fait qu'on va pas essayer de... Non, mais l'affaire, c'est que on est ignorant et innocent, mais dans le bon sens du terme, c'est qu'on n'était pas mal intentionné. Puis je donne un exemple souvent que j'ai moi-même fait. Je t'ai conseillé, tu reçois une photocopie de permis de conduire sur ton cellulaire de ton client parce qu'il a besoin de plaquer le char pour la livraison. Donc là, il m'a envoyé sa photocopie de permis de conduire. Moi, je l'ai envoyé à FNR. Puis j'ai effacé la photo, ou des fois, je pensais même pas de l'effacer. C'est un problème quand je regarde ce qui est la protection des renseignements personnels. En sens que le permis de conduire de mon client, qui est sur mon téléphone personnel d'employé, sur lequel j'ai LinkedIn, Facebook, Snap, BeReal, Name It, mon gars de TikTok, un paquet d'applications qui ont accès à toutes mes photos. Et là, mon permis de conduire de mon client, qui est un renseignement personnel, qui peut même être sensible parce qu'on peut faire des choses avec ça, il se retrouve dans les mains de... Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont des mauvaises pratiques, mais qui n'étaient pas des mauvaises pratiques en termes de mauvaises intentions où on va frauder. Donc, c'est pour ça que c'est une belle industrie, mais il y a un gros ménage à faire parce que on a rajouté un bout, on a rajouté un morceau, on a rajouté un autre morceau, on a intégré, compagnie était vendue, puis là, les logiciels, puis on a 25 morceaux. C'est ça qui fait que c'est quand je dis que ça bleed de partout, c'est que les renseignements personnels se promènent partout. Maintenant, quand je fais affaire avec n'importe quelle des compagnies de vente privée, ben, j'assume, puis tout est bien fait dans les règles de l'art, puis que tout est bien suivi. Ils vont pas se servir de ça pour revendre à l'étranger ou faire de la pub. Tu sais, c'est pas l'objectif. Fait que là, juste pour résumer, la première étape, c'est l'analyse. Ouais, là, la c'est ton deuxième rayon étape, X. si on peut lui donner comme un petit mot dessus, juste pour comme De documenter, puis de ta documenter. gouvernance de données. Gouvernance de données, OK. Puis là, ensuite, ça c'est quoi la troisième étape? Tu vas commencer à changer tes processus, à mettre en place. OK. Je te dirais, avant de faire ça, mettons la troisième étape, probablement la formation des employés. On le néglige souvent, mais on parlait de CNSST ou souvent, je vais faire aussi l'analogie avec tout ce qui était les harcèlements sexuels. Quand on a eu des périodes de transition, qu'il y a eu des lois qui ont changé, puis il fallait mettre en place dans les organismes, ont un responsable, puis on avait un devoir de former nos employés. Même affaire avec l'accident du travail. Il y a un responsable ou un comité, puis on doit donner la formation et l'information. On a un devoir, une responsabilité. Ça va être la même chose avec les renseignements personnels. Fait qu'on va avoir beaucoup de formation, d'éducation à donner à nos employés. L'exemple du permis de conduire sur un cellulaire. Les photocopies de permis de conduire ou de work order qu'on va laisser en arrière, les photocopies de demande de crédit. Fait qu'il y a un paquet de petites affaires que, quand les employés vont comprendre, puis c'est là que je pense que c'est important d'avoir la formation. C'est pas juste faire appliquer la loi puis on passe à un autre appel. Je dois comprendre pourquoi. C'est comme si en santé, sécurité ou harcèlement, je dis explique-moi pas c'est quoi, fais appliquer la loi. Ce serait bon que tu comprennes le contexte un peu. Ben important, ça. Fait que, première étape, l'analyse. La deuxième étape, avoir une gouvernance, instaurer une gouvernance. La troisième étape, ce serait de donner la éduquer, formation. formation Parce que des ton employés. comité qui va avoir comme commencé à documenter, faire ta gouvernance, après ça va pouvoir se passer à la formation des employés. Puis après ça, tu vas pouvoir commencer à mettre en place tes actions, tes changements. Fait qu'est-ce que la quatrième étape serait justement les actions? Puis si oui, ce serait quoi les actions à implémenter? Mais là, les actions, bonne question. Les actions implémentées, quand tu vas faire ta cartographie, ça, par exemple, avec des partenaires technologiques, on en fait. OK, ça va varier dépendamment de l'analyse. Exactement. Comme je disais tantôt, le rapport d'inspection en bâtiment. Oui. Mais là, on a un rapport de, mettons, 200 pages, puis là, tu as 100 recommandations. Là, tu as 100 affaires à corriger. Tu dis, par où je commence? Puis c'est là que, quand tu as tout ce rapport-là, ta cartographie, là, le comité va se réunir. Là, ils vont mettre soit par département, aux priorités. On peut avoir des affaires qui sont très simples. Je donne un exemple. Des fois, ça peut être des affaires d'un peu de cybersécurité aussi, gestionnaire de mots de passe. On se rend compte qu'il y a plein de post-it avec les mots de passe partout sur les écrans. Bon, on le met, c'est comme une recommandation. Mais, fait que ça peut être une action rapide. Puis il va y avoir des choses qui vont être plus une pratique ou une procédure qui vont peut-être demander un 3-4 mois de travail.
Fait que c'est vraiment, tu as ta cartographie, tu as ton état des lieux, tu es capable de dire, OK, voici les actions qu'on a à faire. On est capable de former nos employés pour dire c'est quoi, pourquoi on doit le faire, c'est quoi les actions. Puis après ça, les employés vont être à même de nous aider à exécuter les changements qu'on va avoir à faire. Ça, c'est pour les changements internes. Puis il va y avoir tous les changements externes, tous les fournisseurs. Quand on fait la cartographie, bien là, on leur pose un paquet de questions. Hey, est-ce que telle chose, tu vas être en loi en septembre avec le dealer? Ou est-ce que telle chose, vous avez ça? Ou est-ce que vous faites telle affaire? Donc, tout va se mettre en place pour s'adapter. Puis Non. excuse-moi. Ouais, Vas-y. excuse, parce que dans l'angle de conversation, j'ai comme quelque chose que je veux aborder. Si on pense un peu aux clients, est-ce que moi, je me vois en tant que client, j'aimerais ça voir la transparence d'une entreprise au niveau des données puis tout. Est-ce qu'il va y avoir t'es au courant s'il va y avoir des certifications disponibles ou comment qu'on fait pour savoir rapidement si une entreprise est en ordre? Ben, oui, il n'y a pas de certification. Je pense pas qu'il y a de méthode d'être en ordre ou pas. Mais tu peux le dire. Il n'y en a pas directement, sauf que je pense que quand tu vas arriver sur le site d'une entreprise, quand tu vas voir sa bannière de consentement, puis là, on en parlait un petit peu tantôt, ce qu'on a commencé à voir en Europe, qui est tout accepté, tout paramétré ou tout refusé, puis fait que de donner le choix en toute transparence, de commencer ta relation, ta conversation comme ça, c'est comme la seule façon, entre guillemets, que je peux me permettre de dire voici comment je me positionne. Parce qu'il n'y a pas de certification, il y a trop d'éléments en jeu. J'espère qu'ils vont en avoir. Moi, je travaille en ce sens-là, puis il y a des joueurs de l'industrie aussi. Le plus qu'on peut avoir des standards. Sauf que, tu sais, par exemple, aussitôt que tu dis, OK, ben, je fais du marketing avec Facebook, ben là, tout ce qui touche Facebook, on n'a aucun contrôle là-dessus. Puis là, tout ce que les autres vont faire, fait que là, c'est où ta responsabilité? Puis... Mais c'est là que je l'ai emmené parce qu'il y avait deux sujets que je voulais retourner sur, puis il y en a un que je vais essayer de garder en tête pour la fin. Tu le donnes, Ouais. Nandy, il va le prendre en note. Ouais, tu peux me le donner là. Ben, en fait, c'était pour revenir sur les 4 étapes qu'on avait faites, mais je vais m'en souvenir, ça va être correct. Parce que là, j'ai oublié l'autre. Ah oui, je vais revenir. Justement, là, tu parlais, quelle est notre responsabilité en tant que concessionnaire, puis quelle est la responsabilité de nos fournisseurs ou des partenaires externes. Puis là, dans le cas exemple du site web, quand il demande le consentement, la responsabilité du concessionnaire est de pousser à son gestionnaire de site web de le mettre en place. Mais le concessionnaire, en tant que tel, nous, on n'a pas les accès pour le mettre en place. Fait que là, encore là, une fois, où est la responsabilité du concessionnaire? Est-ce que notre responsabilité est seulement de leur dire de le faire, les mettre de la pression à le faire? Ou est-ce que c'est des actions légales? Ou quelle est vraiment la responsabilité du concessionnaire pour s'assurer que sur le site web, ce soit la bonne demande, la bonne question, accepter ou refuser? Je ne crois pas que dans l'industrie automobile, on va devoir se rendre à escalade ou quoi que ce soit, parce que je te dirais que entre les branches, j'entends des choses et tous les fournisseurs sont en train de faire un travail pour se préparer. OK. Bonne nouvelle. L'intention est là. Comme je disais, c'est comme, entre guillemets, nouveau pour tout le monde. Que ce soit même les manufacturiers. Les manufacturiers sont en train de faire des cartographies et des inventaires de leur renseignement personnel en ce moment. Ils n'avaient pas fait ça, eux autres non plus. Donc là, tu as le manufacturier qui fait affaire à, mettons, ton fournisseur de site web, puis qui, lui, fait affaire avec toi. Fait que là je veux dire, tout le monde on va avoir à travailler de façon conjointe. Maintenant, je te donne un exemple. Tu aurais un fournisseur de site web qui n'est pas votre cas, là, mais qui ne serait pas proactif puis qui ne va pas rien faire. Puis là, tu communiques avec lui, puis tu dis, écoute, en septembre 2023, on doit avoir une bannière de consentement qui est Privacy by Design, Privacy by Default. Tout doit être à off par défaut. Google Analytics, les pixels de Facebook, tout le tracking. Puis si mon client dit oui, si tu ne mets pas ça, je ne pourrais pas continuer avec toi parce que tu n'es pas en loi. Donc, je ne verrais pas comment un fournisseur de site web ne ferait pas en sorte pour respecter la loi. Donc, je crois que tout va se faire. Est-ce que ça va être tout prêt puis ça accroche pour septembre? C'est sûr que non. Il risque d'avoir des MVP, des Minimum Viable Product.
Mais les principes vont sûrement être respectés. Tout le monde s'enligne pour ça. Puis il faut comprendre aussi, c'est que les fournisseurs qui sont souvent canadiens, puis ça, on peut en parler parce que la loi 25, elle est québécoise. Donc, tu as le GDPR en Europe qui s'est modernisé. Là, tu as des CCPA, Californie, tu as une couple d'États aux États-Unis. Puis, au Canada, le Québec est le premier à moderniser sa loi. La loi canadienne, si je ne me trompe pas, c'est le projet de loi C-27 en ce moment. Ils sont en train de la moderniser. Et tu as la Colombie-Britannique et l'Alberta qui ont leur propre loi provinciale, comme le Québec. Donc là, tu es un fournisseur de site web, tu as 800 dealers au Canada, 175 au Québec. La loi, c'est juste pour le Québec qu'elle change en ce moment. Donc, tout le monde va s'ajuster. Et ce qui risque de faire, c'est que la loi 25 est une des plus sévères au monde. Donc, risque que la loi canadienne vienne s'aligner avec la loi 25. L'affaire de consentement, c'est une des choses que les fournisseurs vont devoir adapter. Un autre gros point, c'est les contrats. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne parle pas. Mais, par exemple, si je te parle d'un DPA, un Data Processing Agreement, aucune idée de ce que ça mange en hiver. Tu vas regarder un contrat informatique avec un fournisseur, mettons avec une banque. Il va avoir ça. Tu regardes un contrat informatique avec un fournisseur d'automobile, il n'y a pas ça très souvent. Fait que ça, c'est un peu le document qui va dire, OK, moi, là, comme concessionnaire, là, je recueille des renseignements personnels de clients, puis je t'ai communiqué à toi, mon fournisseur X. Maintenant, quand je te les ai donnés, là, la responsabilité t'appartient maintenant. Donc, c'est comme, où est-ce que ma responsabilité commence, la tienne termine? Parce que là, actuellement, les contrats, c'est, moi, le fournisseur, j'ai tous les droits de prendre tes données et tu as toute la responsabilité. OK. C'est partout comme ça, là. Ouais, c'est le fun. OK. Fait que ça, c'est... Fait que, tu sais, là, puis j'en parle parce que il n'y a personne qui va en parler, ça peut être tabou, mais c'est les conversations qui vont avoir lieu puis qui doivent avoir lieu parce que là, si j'ai des responsabilités avec les renseignements personnels puis que je relis mes contrats puis que je me rends compte que la patate chaude est dans mon camp puis que ça n'a pas raison d'être, ça se peut que je redemande à mon fournisseur « Hey, donc là, ce que j'ose espérer, c'est que, vu qu'il y a des fournisseurs qui ont des centaines de clients au Québec avec la loi 25, mais qui vont être proactifs et ils vont faire ces changements-là, mais c'est quelque chose à parler. Puis, tu sais, là, à la base, là, vos fournisseurs, c'est vos collaborateurs. Posez des questions, appelez-les, demandez-leur. Puis ça se peut qu'ils disent, on est en train de le faire, on va le faire ensemble, c'est correct. De ne pas jouer à la game de, tout est beau, puis... Non, la loi, là, c'est la vie, là. C'est nouveau pour tout le monde, puis on s'adapte. Fait qu'on est en train de faire le travail, mais qu'il y ait la communication avec vous. Je te donne un exemple. Je parlais avec ces fournisseurs-là l'année passée, avant septembre 2022. Puis là, je leur disais, vous devriez appeler tous vos concessionnaires, que vous avez des sites web, puis leur dire, hey, la loi 25, là, elle te demande de mettre ton responsable PRP sur ton site web. Je suis prêt à te le mettre. C'est qui? Ça aurait été un beau partenariat, ça. Ben oui. Ils l'ont pas fait. Ils n'étaient pas là. Quand je parlais de ça, hey, attends, là. Là, quand les concessionnaires de mes clients, entre autres, on faisait la consultation, on disait, hey, tu peux-tu mettre mon nom responsable? Où est-ce que je mets ça? J'ai pas d'endroit. On va le rajouter dans la politique de confidentialité qui n'est pas bonne, qui va devoir changer. Mais là, c'est comme, rajoute-moi un autre employé dans notre équipe. Parce que je disais, hey, si c'est toi le responsable PRP, rajoute ça dans mon nom. Mais je peux pas, j'ai juste un champ. Fait qu'il y a un paquet de petits détails que tout va se faire. Les partenaires, les fournisseurs, je ne suis pas inquiète. Ils sont très sérieux, ils sont professionnels, ils ont leurs équipes, comme les manufacturiers. Fait qu'on va vraiment, là, tiers 1, tiers 2, tiers 3, ensemble, faire ces changements-là. Fait que j'espère que l'étape 0, ça va être la communication entre tous ces intervenants-là. Parce que les renseignements personnels du client, là, ils passent dans les mains du dealer, des fournisseurs, du manufacturier. Ils sont dans un écosystème, là. Fait que je pense que l'industrie automobile, on a tout à gagner à collaborer, à travailler quelque chose qui va être clean, qui va être moderne, qui va être épuré, puis que le consommateur va être bien servi. Il n'aura pas un courriel de son manufacturier, puis 4 autres de dealers qui est allé faire du service. Tu sais, qu'il y a une communication unifiée, ça va être des avantages. Puis, il y avait un sujet que je voulais revenir sur. Puis c'était sur les 4 étapes. Bien évidemment, on avait dit 1, l'analyse, 2, la gouvernance, 3, l'éducation des employés, puis 4, la prise d'action. Quel
parmi ces étapes-là, bien évidemment, il y en a qu'on va devoir aller chercher de l'aide à l'externe. Surtout pour, j'imagine, l'analyse. Est-ce que pour les étapes 2, 3 et 4, donc la gouvernance, l'éducation, puis les actions, ça va être de l'aide externe aussi ou ça va être à l'interne? Très fort probablement, oui. De l'externe? Parce qu'il y a trop d'expertises diverses. Puis même des fois, c'est que tu vas avoir besoin de différentes personnes, justement. Tu sais, de la formation, du technique, ça se peut qu'il y ait du TI, de l'infrastructure, de la cybersécurité, du juridique, du marketing. Fait que ça se peut qu'il y ait plusieurs intervenants. C'est sûr que tout ce qui est cartographie, tout ça, tu fais faire ça à l'externe, tu ne peux pas faire ça à l'interne. Non, exact. Après ça, de faire la gouvernance des données, tout ça, ça peut se faire à l'interne. Des fois, ils vont se faire accompagner. La formation des employés, même chose. S'il y a des membres du comité interne qui ont les aptitudes de communication puis qui peuvent former les employés, c'est encore mieux. On va faire mon affaire si tu m'engages, tu sais, puis que je vais aller te donner un coup de main pour former. Sauf que si à l'interne, tu as quelqu'un qui comprend. Fait que des fois, ce qu'on va faire, c'est un peu un train the trainer. On va former le comité, la direction, puis après ça, eux autres, ils vont former leurs employés au service, aux pièces ou aux ventes. C'est un peu un mix pour l'étape 2, 3 puis 4. Mais l'étape 1, ça, il faut vraiment aller chercher de l'aide de l'extérieur. Fait avec qui est-ce que les concessionnaires peuvent faire affaire ou avec qui est-ce qu'ils peuvent communiquer pour l'étape 1 qui est de l'analyse? Appelez-moi. On Veux-tu fera pas de plug, mais Veux-tu avec mettre ton des numéro de partenaires... téléphone? Oui, c'est ça, le numéro de téléphone de l'ex. Mais écoute, avec des partenaires technologiques, on a développé cette solution-là parce que justement, on a vu le besoin, il y a 2 ans, de nos clients, quand on a réalisé que ça s'en venait, puis on a dit, OK, comment on peut les aider? Fait que, OK, la première étape, c'est ça. Fait qu'on a commencé à développer ça, on le fait. Il y a sûrement d'autres offres dans le marché que je connais pas, mais la façon qu'on le fait avec la connaissance avec l'industrie automobile, il y a trop de particularités, c'est pas du générique. Fait que c'est pas faire une cartographie pour un dentiste, par exemple. Ben, il peut quasiment le faire à l'interne. Oui. Mais là, toi, comme dealer, je vais juste te demander c'est qui tes fournisseurs, puis on fait le tour, puis tu as de la misère à me les nommer. Fait que là, s'il fallait que tu saches chacun des fournisseurs fait quoi que les renseignements, qui passe où, tu sais, c'est impossible. Puis quand on remet le rapport de 200 pages, c'est comme... Là, tu sais, les dealers disent hey, on n'aurait pas pu y arriver sans vous autres, merci. On pensait qu'on avait un CRM, finalement, on en a 4. Parce qu'on a 2 compagnies externes qui ont des CRM, qui ont nos clients dedans. Fait que, tu sais, comme il y a un paquet de réalisations qui se fait. Fait que ça, on le fait, mais tu sais, blague à part, oui, communiquer avec moi en privé, je braguerai pas en public. Mais on a développé, puis moi, je pense que c'est la meilleure solution, c'est la bonne. Parce qu'il a été développé avec les bonnes intentions à la base, avec l'expertise automobile. Les partenaires, on a des 20-25 ans d'expertise, soit dans l'automobile, soit dans le légal, les TI, technologie. Donc, on a quelque chose qui est... C'est la première étape, puis on l'a fait pour aider les dealers. On l'a fait de façon, moi j'appelle ça le duotang, dans le retour à l'école. C'est comme un loss leader. C'est comme... Parce que si c'est trop cher, on le fera pas. On a essayé de rendre ça le plus accessible possible, le plus performant possible. Et là, c'est parti. On en fait... les 900 dealers membres de la Corpo, les 900 concessionnaires ou presque au Québec qui sont des franchisés vont devoir faire ça. Toutes les entreprises vont devoir faire ça. Fait que c'est comme dépêchez-vous, faites-les d'avance. Parce que là, on va en avoir pour des mois, voire une année. Il va avoir de la job à faire. Il va avoir de la job à faire. Un petit peu, mais tout ça, là, je ramène ça à... C'est une prise de conscience de comment ça fonctionne, les renseignements, la valeur, les données. Puis je pense que ça va nous ramener à la base dans la relation avec nos clients. De prendre le temps d'établir la relation, de l'entretenir, que ce soit par un infolette, que ce soit par des textos, par un programme de fidélité, des ventes privées que tu les invites chez vous. Peu importe c'est quoi ta méthode, mais je pense que ça va nous aider à revenir aux sources, faire ça plus simple, peut-être moins dépendre des technologies puis du marketing, puis revenir plus dans, OK, réfléchir à nos affaires de marketing. Ce que vous faites, vous autres, avec le podcast, c'est de la création de contenu. Vous avez eu une excellente idée de faire ça, les gars, je vous le dis. Tu te lances des fleurs, hein? Il fallait que je te fasse la blague. Non, mais attends, blague à part, il faut créer du contenu. Tu sais, du marketing, la pub, il faut être présent, on est là. Je peux faire des annonces de charge, je peux créer du contenu. Parce que là, tu vas mettre de l'avant les gens de ton équipe. C'est les relations humaines. Ça va revenir à ça de plus en plus.
Je pense qu'on va prendre de plus en plus conscience aussi de la valeur de nos renseignements personnels. Là, tu sais, comme là, on parle de ça. Puis à chaque fois que les gens deviennent de plus en plus conscients, quand ils arrivent sur des sites après ça, donc si je magasine un véhicule, puis j'ai 2 concessionnaires, puis il y en a un qui a l'air d'avoir son pop-up pour les cookies qui est simple, qui est clair, puis qui n'essaie pas de me jouer de taux, puis l'autre que ça a de l'air shady. Mais tabarouette, ça me donne une perception déjà de quel type de relation tu vas avoir avec moi. Fait que je pense qu'au-delà de tout ça, il y a une belle opportunité, un retour aux sources. Un retour aux sources dans les processus. Il y a un paquet d'affaires qu'on n'a pas de processus, que c'est pas documenté dans l'industrie. Le fait de faire la cartographie, ça va nous obliger à... OK, j'ai-tu, par exemple, mes accès au logiciel? On est 14 à utiliser le même user. Parfait. Puis là, ce que j'aimerais essayer de faire, c'est de faire un résumé qui soit possible, peut-être pas nécessairement possible de rentrer dans un short, mais juste un résumé pour que le monde comprenne vraiment globalement c'est quoi. Fait qu'ils comprennent c'est quoi la loi 25, pourquoi elle entre en vigueur, pourquoi c'est important pour les clients, puis c'est quoi les changements qui vont devoir être faits dans les entreprises. Est-ce que ça serait capable de le faire comme un petit résumé de... Quelle durée tu veux? Top chrono. ben, une petite durée, mettons que je regarde ça. Mais tu sais, on pourrait essayer... 5 minutes? Un 5 minutes, mettons. Je sais que Dominique, toi, tu as déjà préparé des documents qui seront accessibles ou pas. Ouais, c'est plus à l'interne, C'est dans plus à l'information que je l'interne. donne. Ou Mais, tu vas avoir un article d'ici la sortie ben, du podcast qui va potentiellement sortir, fait qu'on peut peut-être ce qui essayer est public, de... les articles que j'écris, les chroniques dans Affaires automobiles, encore là, je brague pas, là, je fais des podcasts, les articles, je donne depuis des années parce que j'ai à cœur, je veux éduquer. Allez voir mes articles dans Affaires automobiles. En décembre 2021, je parlais de la loi 25. À ce moment-là, c'était le projet de loi 64. C'est pour ça qu'il y avait 64, puis après ça, c'est devenu 25. Mais en décembre 2021, je disais ce qui allait arriver en 2022, 23, 24. Fait que ça, il y a les articles. Puis là, si vous lisez mes articles, vous en allez avoir une dizaine. Où est-ce que je te parle des zéro party cookies, où je vais te parler du type de marketing de permission, je vais te parler du cycle de vie d'un renseignement personnel, qui est justement la base. Ça, c'est un article qui est en ligne. Fait que j'ai 7-8 articles qui concernent de près ou de loin tout ce qui se passe avec la modernisation de la loi, parce que c'est un peu Inception que je faisais depuis 3 ans, à semer des graines. Dans le fond, c'est transparence, honnêteté, intégrité. Faites les bonnes affaires de la bonne façon. Fait que, ça a toujours été dans mon corps, dans mes pratiques. Puis là, toutes ces transformations-là majeures de la loi, ça a fait comme cool. Ça fait juste accentuer ça. Donc, tous les articles qui sont là sont vraiment écrits pour ça. Celui que je vais terminer demain, au moment où est-ce qu'on enregistre ça, qui devrait sortir pour juin, je vais le faire vraiment spécifique sur la loi 25. Fait que là, tu sais, il y a 2 mois, j'ai écrit le cycle de vie des renseignements personnels. Là, après ça, mais c'est l'opération est réussie, mais la donnée est morte. Où est-ce que je fais un peu d'expliquer l'analogie du dentiste puis du dealer pour faire comprendre aux concessionnaires l'écosystème puis les morceaux. Là, je vais écrire vraiment la loi 25. Donc, un peu être un résumé de la loi 25. Mais juste résumer un petit peu comme les 4 éléments. Ouais. C'est T'as quoi un la 3 loi? minutes, t'as un petit Ouais, texte. t'as un 3 minutes. C'est quoi la loi? Pourquoi est-ce qu'elle va Ouais, c'est être ça, entrée je en vais te vigueur? C'est quoi les avantages du client ou du monde en général? Puis c'est quoi les impacts sur les concessionnaires? Étape 1, panique. Tu vas faire de quoi avec ça, je suis pas mal sûr. Je te gâte, là. Donc, la loi 25, c'est la loi qui vient moderniser les dispositions qui existaient déjà, les responsabilités qu'ont les entreprises qui utilisent des renseignements personnels. Un renseignement personnel qui est toute information qui me permet d'identifier un être humain, puis cette information-là peut être anonyme ou pas. Donc, pas mal très large. Fait que pas mal tout ce qu'on collecte. La loi 25, ce qu'elle vient faire, elle vient moderniser, faire des changements. Elle vient mettre des grosses amendes de 10 millions puis 25 millions. Fait que ça, c'est la grosse tape ses doigts qui fait que là, on en parle puis qu'on écoute. C'était le bâton nécessaire. Mais les éléments sont les suivants, c'est que on a toujours collecté n'importe quelle information sans demander le consentement. Là, on va devoir collecter le moins de renseignements personnels possible. Je vais devoir te demander ton consentement, t'expliquer pourquoi.
Je veux collecter ton renseignement. Dans quel but? Qu'est-ce que je veux faire avec? Qui va l'utiliser? Je vais-tu le communiquer à quelqu'un à l'externe? Puis je vais le détruire quand je vais avoir fait ce que j'ai à faire. Fait que ça, c'est un peu le résumé du cycle de vie d'un renseignement personnel. Fait que si je suis capable de le résumer, c'est quoi la loi 25? Ça vient moderniser la collecte de données. C'est pas juste la collecte. Parce qu'encore là, le cycle de vie, t'as la collecte, OK. l'utilisation, la communication, t'as l'entreposage, puis la destruction. Donc, Alors, toutes les étapes du cycle de vie. OK. Fait que ça vient moderniser, dans le fond, toutes les responsabilités que j'ai parce que je joue avec des renseignements personnels. Donc, aussitôt que je collecte un renseignement personnel, j'ai une responsabilité. Je dis ça, je te donne l'exemple suivant. Je regarde un permis de conduire. Je fais aucune copie, je fais rien. Je fais juste regarder un permis de conduire, ça constitue une collecte de renseignements personnels, selon le CAI, selon la loi. Oh, OK, je recommence. Fait que je regarde un permis de conduire, je fais aucune copie, j'ai collecté des renseignements personnels. J'ai une responsabilité à partir de là. Ça se peut que je n'aie pas d'entreposage, de communication, puis que j'aie rien à détruire, là. Mais aussitôt que je touche, j'appelle ça de même, je le vulgarise comme ça, de près ou de loin. Puis là, cet exemple-là, c'est comme le début, là. Aussitôt qu'à partir de là, j'ai des responsabilités. J'ai la responsabilité de faire attention aux renseignements personnels. J'ai la responsabilité d'en collecter le moins possible, de collecter seulement ce qui est nécessaire, puis de le détruire après. OK. C'est ça le principe de loi. Puis en une phrase, c'est quoi la loi 25? Si on peut le résumer vraiment comme en une phrase, puis si on va sauter à le pourquoi est-ce que c'est mis en place, on va essayer de le mettre en une phrase aussi. Une façon qu'on pourrait le résumer, Pas d'exemple. le consentement. OK. Je pense que le mot du consentement, parce que si à la base, Fait que je collecte des informations de la bonne façon, pour les bonnes raisons, je ne devrais pas avoir de trouble avec la loi 25. OK. Donc, ça vient moderniser le consentement des données que les entreprises détiennent sur leurs clients. Si je Ça comprends vient bien. moderniser la responsabilité. La responsabilité. OK. Le consentement, c'est un peu comme, tu sais, dans les 5 étapes, là, au début, la collecte, le consentement, c'est comme un mot qui permet de, si je comprends ça, là, si je fais ça comme faux, le reste devrait être correct. OK. Parce que c'est la source, c'est initialement. Donc, la loi, puis tu pourras le reformuler, mais elle modernise plusieurs éléments du cycle de vie. OK. Mais la collecte, Ouais. le consentement, c'est les gros changements qui ont OK, le plus gros parfait. impact. Fait que là, la deuxième chose que je voulais qu'on résume, c'est pourquoi est-ce que ça rentre en vigueur si on est capable de le mettre en une phrase. Puis tu avais fait l'analogie du buffet dans le temps, justement, avec la collecte de données. Fait que pourquoi est-ce que ça se met en vigueur? Ça entre en vigueur parce qu'on doit se mettre en ligne avec l'Europe, le GDPR. Donc, GDPR qui a fêté son 5e anniversaire au mois de mai 2023. L'Europe a dit, si vous voulez faire affaire avec nous, vous devez suivre nos règles. Fait qu'ils ont mis la barre très haute. C'est eux autres les coupables, OK. / les responsables positifs. Donc, le Québec, francophone, beaucoup de relations d'affaires avec l'Europe. C'est une des raisons qui fait qu'on était dans les premiers à moderniser notre loi, comme certains États américains. Et Desjardins est arrivé. L'affaire de Desjardins est arrivée quand on est en train de moderniser la loi. Fait qu'il y a peut-être ça qui a fait qu'il a accéléré ou accentué. Donc là, on a une des lois les plus sévères au monde. Plus sévère que celle du Canada et des autres provinces. Parfait. Puis là, si on va à la partie 3, je me souviens plus à 100%, mais je pense que j'avais dit les avantages puis les désavantages du consommateur. Les inconvénients pour le consommateur, parce que c'est ce qu'on risque de voir en premier, c'est que toute la personnalisation, donc la pertinence des annonces, des publicités qui nous étaient montrées, de façon numérique principalement, ça, on va avoir une grosse perte à ce niveau-là. Parce que justement, là, ça va être n'importe quoi. Donc, je risque de recevoir on disait des poussettes à bébé, par exemple, quand on a des ados. Fait que ça va être l'inconvénient, c'est qu'on va perdre la personnalisation des annonces. On risque de devoir payer aussi pour certains services parce qu'on était le produit. C'était nos données qui faisaient de l'argent. Donc là, si on ne leur donne plus nos données, comme Facebook, à un moment donné, il va falloir qu'ils trouvent une autre source de revenus. Là. Ouais. Ça, c'est les inconvénients. Les avantages, à moyen et long terme, on va reprendre conscience et possession de nos données, de notre wallet, de notre portefeuille de renseignements personnels, parce que c'est ça qui est le gold. Tu sais, quand tu constates que toutes les grosses entreprises qui valent des milliards, c'est avec ça on va redevenir propriétaire. Puis comme je te dis un peu, probablement, c'est le blockchain, décentralisation, les technologies qui vont pouvoir faire qu'on va être... Voici mon portefeuille.
Toi, le marketing, tu veux te connecter à mon affaire, tu me donnes quoi en retour? OK, j'accepte. Puis quand je t'en ai, je te déconnecte. Je pense que c'est comme ma vision de l'avantage. Et on va s'inscrire dans des programmes de fidélité. Qui va revenir. / personnalisation de l'expérience, des offres. Donc, probablement que ce qu'on vivait sur les médias sociaux, un peu plus sur le web, dans des écosystèmes un peu plus, je vais dire, global, on va peut-être le revivre dans des écosystèmes un peu plus fermés, comme des programmes privilèges, où est-ce que là, on va avoir, en échange de la valeur puis des avantages. Puis là, si on retourne sur l'étape 4, c'est qu'est-ce que les entreprises vont devoir prendre comme action, si on le résume rapidement, pour se préparer à septembre 2023? Si on résume un petit peu les 4 étapes. Sans paniquer, là. Sans paniquer. Première étape, faire la cartographie Ouais. et l'inventaire de tes renseignements personnels. Donc, le mapping, le rayon X. C'est quoi l'état des lieux? Savoir où est-ce Où est-ce que t'as j'ai les des données? renseignements personnels? Ça s'en va où? Qui les utilise? Qui fait quoi? Comment on les détruit ou pas? J'ai ce rapport-là. Après ça, je suis capable, avec mon comité, de faire mes procédures puis mes bonnes gouvernances de données. Donc, OK, on doit changer des procédures ou éliminer certaines choses. Après ça, on va être capable de former notre équipe, de comprendre pourquoi, Fait que ça, c'est la qu'est-ce partie qu'on a à 3, faire. ok. Ouais. Partie 3 exactement. Puis après ça, l'exécution, ben là, les prochaines semaines, prochains mois, prochaine année, à l'interne autant qu'à l'externe avec les fournisseurs, ben de faire les changements qui s'imposent. Parfait. Parfait. Je pense que tu l'as bien résumé, tous les derniers points que je voulais survoler. Jesse, as-tu quelque chose à rajouter? Peace and love. Écoute, Peace and love, c'est bon. Je donne mon consentement. C'est bon. Ben, Dominique, je tiens juste à te remercier d'être venu sur Un le plaisir, podcast. un Là, tu plaisir. parles pour parler de la loi 25, qui va être un sujet très sérieux, puis qu'il y a des personnes qui Oui, ils laissent ça traîner. Donc, je tiens à te remercier d'être venu. c'est à toi. Tous les invités, je leur demande tout le temps, puis je leur donne l'opportunité de laisser leurs coordonnées si jamais ils veulent être contactés. Est-ce que tu aimerais faire ceci? Est-ce que ou tu non? consens à laisser Est-ce tes que tu coordonnées au consens à podcast? laisser tes coordonnées? Oui. Oui? LinkedIn, c'est vraiment la meilleure façon. J'ai des sites web, allez pas voir ça, coordonnées mal chaussées. On a fait ça vite, il y a 7 ans, on n'a jamais eu besoin. Fait que LinkedIn, c'est vraiment la meilleure façon. Sur LinkedIn, il y a mon cellulaire, il y a directement mon courriel. Il y a toutes ces données. Communiquer Il y a avec toutes moi. ces données. Ouais, ben toutes les données que je consens à rendre publiques. Ouais. Oui, on en a beaucoup de données qui sont Ouais. publiques. Mais LinkedIn, c'est vraiment la meilleure façon. Invitez-moi à prendre un café et piquer une jasette. Parfait. Ça va être un plaisir. Alors, Dominique Sigouin sur LinkedIn. Super. Oh, ouais. Et je tiens à te remercier d'être venu. Eh ben, merci Ça me merci fait à plaisir. toi parce que pour l'opportunité, ce sujet-là, tu sais, de comprendre c'est de quoi qui est pas sexy, qui est, Non. entre guillemets, qui est pas le fun. L'audience, tu sais, les concessionnaires, c'est très niché. Mais je pense que même pour ta business, tu sais, ta clientèle, ça donne le reflet de quel type d'entreprise vous êtes. Tu sais, justement, de parler de ces choses-là, puis de la transparence, puis de l'importance que vous accordez à tout ça. Donc, chapeau à vous autres. Chapeau encore pour le podcast. Et Merci. puis, j'ai bien hâte de voir comment la loi 25 va se manifester dans les prochains mois. Beaucoup de Moi aussi. plaisir. Dans les Moi- prochaines années, même. Oui, parfait. Donc, je tiens à tous vous remercier pour avoir écouté notre épisode. Là, tu parles avec Dominique Sigouin sur la loi 25. Vous pouvez aller nous suivre sur Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn avec le groupe Motion, Facebook. Est-ce que je l'ai dit? Je me souviens On est plus. partout. YouTube. Spotify, Balado, dans l'audio, dans le visuel. Tout est dans tout. Écoute, you name it, on est pratiquement là. Donc, sur ça, allez nous suivre. Toutes les, voyons, je cherche mes mots, mais toutes les personnes qui nous suivent et qui nous regardent, ben, ça nous aide à développer le podcast. Donc, on tient à vous remercier pour ça. Là, je cherche un petit peu mes mots, mais sur ça, je tiens. je tiens- Partagez, likez, Ouais, partagez, sharez. likez. Sur ça, je tiens juste à vous dire merci beaucoup à tous et passez une excellente journée. Au revoir. N'hésitez pas aussi à poser des questions, à réagir. Écoutez, si jamais il y a des commentaires qui sont pertinents, on pourrait les envoyer directement à Dominique On va Sigouin. répondre, Puis absolument. même, Dominique, il regarde beaucoup notre contenu en général. Là, fait qu'il va Ah se faire ouais. un malin plaisir, je pense, de vous répondre en commentaire à Sans toutes faute. vos interrogations. Sans faute.